Bonsoir à tous et bienvenue à la finale de cette Coupe d'Europe pour le climat. Après plusieurs mois de compétition qui ont vu s'affronter plus d'une centaine d'équipes différentes, nous sommes réunis ce soir avec les deux équipes finalistes. Vont donc s'affronter l'équipe des gardes des Sceaux, qui sera opposée ce soir à l'équipe de Révolte-toi Lille pour cet ultime jeu oratoire. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter bonne chance à nos 8 orateurs et sans plus attendre, les mots du président de la Fédération pour introduire ce débat. Bonne soirée à tous. Chers amis, bienvenue ce soir à la première édition de la finale de la Coupe d'Europe de débat pour le climat. La compétition a été rude. Elle a commencé il y a environ 6 mois et des centaines d'équipes ont participé. Évidemment, pas en présentiel, comme vous le savez, tout ça s'est passé en distanciel, mais ce soir, l'équipe qui représentera la France, l'équipe étudiante qui représentera la France, a le privilège d'avoir une finale en présentiel. Cela nous tenait beaucoup à cœur et nous remercions d'ailleurs la mairie Paris-Centre de nous accueillir ce soir. Je pense qu'on peut les applaudir pour les remercier. Un événement donc qui est organisé en partenariat avec l'association ALDA et Climate of Change, qui est organisé aussi avec et pour le compte de la Commission européenne. Et je précise donc que les vainqueurs de ce soir seront sélectionnés pour participer ensuite à la Coupe européenne qui se tiendra entre le 10 et le 12 novembre à Bruxelles. L'enjeu est donc de taille ce soir. Et vous savez donc qu'il est placé sous le signe des enjeux climatiques, des enjeux écologiques. Ce soir, nous sommes aussi sous les auspices de l'être suprême, peut-être, tout du moins sous les auspices de la loi, sous les auspices de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui elle-même est aussi placée sous les auspices de l'être suprême, et également de la République. Ces principes sont évidemment extrêmement importants pour la Fédération francophone de débat, qui, vous le savez, est une fédération qui fédère tout un tas de clubs dont l'objet est la démocratisation de l'art oratoire et, si j'ose dire, la démocratisation de la démocratie elle-même. C'est-à-dire, notre slogan c'est « On ne naît pas orateur, on le devient », et l'idée c'est de se former au débat. Par conséquent, et je précise les règles, pour celles et ceux qui sont ici, même si la majorité d'entre vous les connaissent, mais peut-être ceux qui nous suivent ou qui verront ce débat plus tard, quelle est notre pédagogie? Les débatteurs de ce soir, le gouvernement fictif et l'opposition fictive, se sont vus imposer leur sujet. Ils ne donneront peut-être pas leur avis intime ce soir. Ils incarneront une position qui leur a été assignée et ils seront jugés par le jury sur la base de leur argumentation, sur la base de leur capacité à réfuter, sur la base de leur capacité à poser des questions pertinentes, à y répondre de façon pertinente, et de faire tout ceci avec éloquence, car nous sommes attachés à la Fédération francophone de débat, effectivement aussi à l'éloquence, à la beauté du verbe, mais nous estimons que le beau est au service du vrai et que par conséquent, ce qui compte principalement, en tout cas dans cet exercice du débat, c'est l'argumentation et la capacité à structurer une argumentation. Dès lors, membres du jury, vous jugerez ce soir non pas sur la base de votre intime conviction, puisque j'imagine que vous avez tous et toutes la vôtre et qu'elle est probablement différente en fonction des 5 personnes qui sont ici ce soir. Et vous jugerez donc ces oratrices et ces orateurs aguerris sur toutes ces qualités, mais je ne reviendrai pas plus précisément sur les règles et je vais plutôt présenter les membres du jury ce soir. Premier membre du jury est anciennement le directeur de la rubrique écologie aux médias Le Vent se lève, s'occupe actuellement de cette même rubrique à l'Institut Rousseau.
Il est également, alors quel est le terme précis? Prospectiviste, c'est bien cela, climat et environnement à égrégore, mais c'est aussi un écrivain, on peut le dire maintenant, puisqu'il a écrit un ouvrage sur la question qui s'appelle « Géomimétisme, réguler le changement climatique grâce à la nature ». J'ai nommé Pierre Gilbert, sous vos applaudissements bien sûr. Deuxième membre de notre jury est a été co-secrétaire des jeunes écologistes. Elle était récemment sur la liste Europe Écologie Les Verts au régional en Île-de-France, aux côtés de Julien Bayou. Elle a également fondé un think tank, on pourrait dire cela comme ça, un mouvement qui s'appelle Résilience Commune, et elle a été récemment admise en doctorat à Sciences Po. On peut la féliciter et l'applaudir, bien sûr, c'est Claire Lejeune. Troisième membre de notre jury, et qui donc présidera le jury ce soir, est issu, à l'instar de Dominique de Villepin, à l'instar de François Hollande, à l'instar de Ségolène Royal, de la promotion Voltaire, promotion de l'ENA. Elle a donc été diplomate, spécialiste de l'Union européenne, mais aussi des États-Unis, si je ne m'abuse, et pendant 5 ans, aux côtés de François Mitterrand, de 1988 à 1992, précisément sur des questions principalement européennes. Mais c'est aussi, et c'est important pour nous de le préciser à la Fédération, une femme de lettres, puisqu'elle a écrit une biographie d'Edmond Rostand que nous apprécions tous ici dans cette salle. J'ai nommé Sophie Caroline de Margerie, sous vos applaudissements, bien sûr. Le quatrième membre de notre jury a fait une brillante carrière, tout d'abord au Conseil d'État, ensuite dans différents ministères, à la région Île-de-France. Il est désormais avocat, alors comme je suis très mauvais en anglais, j'ai peur de mal prononcer, mais c'est bien Foley Oak, ça se prononce de cette manière-là, peu ou prou, bien sûr, et Lawyer of the Year, là cette fois-ci je crois que je l'ai plutôt bien dit, du classement international des avocats, j'ai nommé Frédéric Scanvic. Et enfin, last but not least, puisque je suis en train d'essayer de parler anglais, et que la finale d'ailleurs se fera en anglais au Parlement européen, ce soir nous avons un peu un garant des règles. Vous savez que nous avons un règlement qu'il a été écrit, donc nous sommes passés, comme le Code civil, après la Révolution française, nous sommes passés au droit écrit, un droit plus accessible selon nous, et il sera donc ce garant ce soir. Il est en master de droit public, il est plutôt spécialisé dans les questions de laïcité et les questions républicaines qui évidemment nous passionnent à la Fédération francophone de débat. Il en est membre depuis 2017 et il s'appelle Léo Miou et on peut l'applaudir très fort ce soir. Et applaudir Léo Miou, c'est aussi d'une certaine manière applaudir tous les juges de la Fédération francophone de débat, tous ceux qui se sont démenés, qui ont accepté de juger et qui ont jugé, qui ont perdu parfois leur week-end. Et j'ai énormément de noms en tête. Je vois que Théophile Dardenne, par exemple, est dans la salle. Il y a aussi, on pourrait citer Pierre Fini, on pourrait citer Benoît Habert, on pourrait citer Quentin de Donder, on pourrait en citer énormément. La liste est longue, mais qu'ils soient tous remerciés ce soir. Je voudrais aussi remercier, puisque nous sommes à l'heure des remerciements, le trésorier de la Fédération francophone de débat, Vincent Cillini, qui a aussi permis que cette finale ait lieu, que cette compétition ait lieu, qui a accepté aussi de faire toutes les tâches un peu, les besognes un peu compliquées afin de préparer cette compétition. Et je voudrais aussi remercier encore une fois la mairie Paris-Centre et plus particulièrement Marie-Laurence Chéry qui nous a permis d'avoir cette salle. Donc si nous pouvons applaudir toutes ces personnes-là.
Alors, je ne vais pas faire de discours à la Fidel Castro ce soir. C'est à eux de faire ce discours-là. Et d'ailleurs, un ami de la Fédération m'a dit, par rapport au sujet que j'ai donné, qu'il avait un petit côté un peu castriste dans sa formulation, ou bien qu'il avait un petit côté question référendaire de 1969 du général de Gaulle. Comme on aime bien les bons orateurs à la Fédération, on assumera les deux références. Le sujet est donc le suivant. Ce gouvernement pense que la croissance est incompatible avec l'écologie dans un mode de production capitaliste. J'assume l'entière responsabilité de ce sujet et j'en tire les conclusions en restant président de la Fédération francophone de débat et en vous remerciant tous et toutes d'être là ce soir. Ce soir donc nous avons l'équipe des gardes-sceaux tout d'abord qui va représenter le gouvernement avec Théo Baron, avec Maxime Yvet, avec Paul-Adrien Medioni, Isman Bestanji, que nous pouvons donc applaudir. Et de l'autre côté, autre grande association de la Fédération francophone de débat, Révolte-toi Lille, avec donc Laura Rouanet, Margot Chakoub, Adam Elussi et Salim Ibrahimi, que vous pouvez aussi applaudir. Et sans plus tarder, nous allons donc commencer ce débat. Je vais donc appeler à la barre Monsieur le Premier ministre. Vous savez donc ce soir que vous avez 6 minutes de temps de parole, et si vous avez une question, vous vous levez sans parler, l'orateur ou l'oratrice le verra, et si vous êtes de ce côté-là, vous venez la poser ici, à haute et intelligible voix, et sinon, de ce côté-ci, que le meilleur gagne. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Mesdames, Messieurs, chère opposition, chers jurés, bonsoir. Je pense que peu de personnes ici peuvent encore me soutenir que le changement climatique et la destruction de la biodiversité n'existent pas. De même, il est de plus en plus difficile d'affirmer objectivement que l'homme, dans ces deux phénomènes, n'y est pour rien. De fait, les conséquences sont déjà là. Accentuation des phénomènes de crise météorologique, tempêtes, typhons, canicules, baisse de rendement de l'agriculture partout dans le monde à cause d'une artificialisation des sols liée à l'agriculture industrielle, ou même de la désertification ou des pluies torrentielles de plus en plus régulières. Pour éviter au maximum les crises politiques, les catastrophes naturelles, mais surtout les drames humains qui nous attendent, on nous parle donc souvent d'un développement durable qui concilierait par magie écologie, progrès social et croissance économique. La belle affaire. Les questions sont ouvertes. L'écologie, on lui fait dire n'importe quoi. Acheter toujours plus de vêtements. Le tissu est en coton utilisant énormément d'eau dans des régions en stress hydrique et cultivé par des esclaves. Mais 20% du coton est bio, donc ça va. Remplacer sa voiture thermique en état de marche par un véhicule neuf, mais sa batterie au lithium dont l'extraction pollue indéfiniment les nappes phréatiques à 100 km à la ronde, dans des pays en stress hydrique, privant les locaux d'eau potable et détruisant les écosystèmes, permet de rouler dans Paris sans émettre un seul gramme de CO2. Non, voyez-vous, ce n'est pas ça l'écologie. L'écologie, c'est un système visant à un meilleur équilibre entre l'homme et son environnement naturel, ainsi qu'à la protection de ce dernier. Et je dirais même un système qui tend à ce que l'être humain, la civilisation humaine, perdure sans devoir migrer sur Mars, et ce pour au moins les 100 prochaines années. Agir en tenant compte des impératifs écologiques, c'est donc d'une part respecter les autres espèces dont nous dépendons pour la pollinisation, pour manger les insectes qui parasitent nos cultures,
pour nous nourrir en somme, et d'autre part, empêcher que l'activité humaine ne nuise à cette biodiversité. Mais c'est aussi préserver l'environnement et ses composantes, la terre, l'air et les eaux, pour qu'ils puissent encore nous y accueillir longtemps. Pourtant, nous n'allons pas dans le sens de l'écologie. Nous continuons de développer l'agriculture intensive et d'appauvrir les sols, sols desquels nous puisons toujours plus le carbone qu'il contient pour le relâcher dans l'atmosphère. Il faut donc freiner cette dynamique. Et pour cela, il faut trouver une solution. Il existe un large consensus scientifique montrant que les pays les plus riches sont largement les plus responsables de tous ces maux. Que partagent ces pays? Une culture? Une gastronomie? Non. Un modèle. La croissance économique dans un système de production capitaliste. Un mode de production capitaliste caractérisé par l'exploitation de la force de travail, la possession privée des moyens de production, une recherche constante d'augmentation du capital financier, de la plus-value. Ce sont ces deux derniers piliers du capitalisme qui sont souvent en cause. Oui, madame? Monsieur, comment allez-vous expliquer aux populations qui n'ont pas encore bénéficié de la croissance qu'ils doivent déjà y renoncer? Eh bien, madame, je vous répondrai qu'il faut changer de paradigme, il faut changer de système de valeurs, et que dans ce changement, la croissance économique n'est plus au sommet. Et donc, peu importe d'avoir profité ou non de cette croissance économique, il s'agit de faire vivre nos générations futures dans une planète habitable. Dans ce système, la croissance économique se mesure généralement par l'augmentation du PIB, compris comme valeur des biens et services produits par des agents économiques résidant dans ce pays. Or, ce gouvernement pense que l'écologie est incompatible avec la croissance économique dans un système capitaliste, car, et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer maintenant, il existe d'abord une incompatibilité inhérente à l'objet même de ces deux systèmes. Pourquoi? Parce que connaître la croissance économique, c'est créer constamment de nouveaux besoins, pour trouver de nouveaux consommateurs, produire toujours plus pour vendre toujours plus, artificialiser les sols pour y construire usines, logements, entrepôts. Or, aller dans le sens de l'écologie, et plus simplement de l'espèce humaine sur le long terme, consiste inversement en la réduction de l'empreinte de l'homme sur son environnement. Ce gouvernement pense donc qu'il existe une incompatibilité par essence entre l'écologie et la croissance économique dans un système de production capitaliste, mais cette incompatibilité s'envisage également sous l'angle de la conception de la propriété qu'ont chacun des systèmes de pensée, ce que vous montrera M. Yvet, et par un antagonisme des temporalités, comme vous le montrera M. Miglioni. Pour ces raisons, ce gouvernement propose la motion suivante. Les moyens de production, et uniquement les moyens de production, n'appartiendront plus au patron et répondront à un nouveau régime. Ils seront communs, c'est-à-dire qu'ils n'appartiendront ni à l'État ni aux particuliers, mais releveront du régime des res communes. De plus, les entreprises, les gestionnaires, eux, devront être rémunérés non pas sur base des résultats économiques nets, mais sur la durabilité des produits vendus, leur faible impact sur l'environnement et leur capacité à ne répondre qu'aux stricts besoins de la population. Cela impliquera donc un règlement des seuils de production calculé proportionnellement aux besoins des foyers et des collectivités. Le PIB comme mesure de la santé d'un pays sera remplacé par le DIG, Développement intérieur brut, qui tiendra compte de l'amélioration de la santé des citoyens, de leurs conditions de vie, mais surtout de la préservation de la biodiversité. Oui, toutes ces mesures demanderont un grand courage politique. Il faudra accepter peut-être un renoncement certain à notre confort à l'occidental. Mais ce gouvernement est convaincu qu'il n'y a qu'à ce prix que nous pourrons dire à nos enfants « Le monde que tu connaîtras à 40 ans sera un monde vivable. » Sera un monde vivable et non survivable. Merci. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Et pour lui répondre, la parole est à la chef de l'opposition. Madame la députée Rouanet, vous avez la parole. Messieurs, dames, l'écologie est une bataille d'idées internationales, devant se gagner non pas en imposant, mais en convaincant. L'homme y est effectivement pour quelque chose,
concernant le changement climatique, mais malheureusement, cela fait aussi partie de notre passé. Nous ne pouvons pas le changer. Par contre, il est de notre ressort de pouvoir changer l'avenir. Pensons alors au futur. Nous avons confiance dans les innovations techniques qui permettront de protéger les sols, ces terres que nous chérissons tant. Il ne s'agit pas d'une magie, non, monsieur le Premier ministre, mais bien d'une réalité. Gouvernement manichéen, très chers collègues de l'opposition avec qui j'ai grand plaisir à travailler, honorable jury, illustre assemblée, je vous salue. L'écologie est, en réalité, je vous l'affirme, tout à fait compatible avec la croissance économique de notre mode de production capitaliste. Pour vous le démontrer pédagogiquement, permettez-moi de revenir sur quelques fondamentaux, à commencer par la définition même de la croissance économique. Monsieur le Premier ministre, vous êtes revenu sur la définition de l'écologie, mais malheureusement n'avez pas continué concernant la croissance, ni même le capitalisme. La croissance économique est donc une augmentation durable de l'activité économique d'une zone géographique qui se traduit à travers l'évolution de prix, de la productivité, de la production. Cette production est aujourd'hui considérée capitaliste car elle se qualifie comme étant l'investissement d'un capital dans l'intention de le fructifier par la vente de produits ou de services à des consommateurs. Dans ces deux définitions, cher gouvernement, très chère assemblée, y voyez-vous une quelconque incompatibilité avec des enjeux environnementaux actuels? Ces deux définitions font-elles état d'un modèle de production qui soit par essence non respectueux de l'environnement et de nos écosystèmes? Notre mode de production a certes, par le passé, privilégié la croissance économique à n'en plus finir. Mais cette croissance exponentielle a fait son temps. Laissez-moi vous donner quelques exemples. 1637. De riches propriétaires néerlandais spéculent sur le cours de la tulipe, faisant exploser son prix à Amsterdam. Une monstrueuse inflation se fait sentir, mais les tulipes ne trouvent pas d'acheteurs. C'est la crise des tulipes. 1929. Krach boursier des actions bancaires. 1971, explosion du prix du baril du pétrole. 2008, crise des subprimes concernant les actions sur prêts hypothécaires. Quel est le point commun de toutes ces crises? Le modèle capitaliste leur a survécu. Il a su se modeler. Il a su se modeler, se façonner, se réinventer suite à toutes ces crises. Oui, madame, je prends votre question. Vous qui semblez si attaché à l'art de la définition, lorsque vous définissez le capitalisme, est-ce que vous n'oubliez pas un paramètre comme par exemple la possession des moyens de production par les détenteurs des capitaux? Madame, ça ne fait pas partie de la définition même du capitalisme. C'est ensuite ce qu'on a fait du capitalisme, la manière dont aujourd'hui elle s'est implantée dans notre société. Mais cela ne concerne pas le capitalisme dans sa définition même et dans son essence. Je vous le disais donc, fidèle à son habitude, le capitalisme a une fois de plus prouvé son efficience et son adaptabilité face aux enjeux actuels. Regardez autour de vous. L'heure est à la croissance verte, en une croissance raisonnée et responsable. Nous nous opposons fermement à votre anticapitalisme irraisonné latent au profit d'un capitalisme responsable. Mais maintenant, pour appuyer notre raisonnement, laissez-moi vous présenter la trame argumentaire de mes chers collègues de l'opposition. Notre seconde députée, Madame Margot Chacoub, exposera en quoi la volonté des consommateurs nous guide vers une croissance verte, puisque c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui. Ensuite, notre troisième député, Monsieur Adam Eluassi, démontrera en quoi, à l'échelle nationale, nous pouvons nous appuyer sur l'exemple de l'Union européenne, qui respecte l'environnement tout en affichant une croissance importante. Questions sont faites. Enfin, notre secrétaire général, Monsieur Ibrahimi, reviendra sur les points clés de ce débat pour finir de vous convaincre, j'en suis persuadée, cher gouvernement.
Aujourd'hui, nos institutions nationales et internationales se prêtent à l'exercice. Prenons un exemple récent. La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Cette loi promeut la responsabilité des producteurs, oui, ces hommes et femmes qui font la croissance. Cette loi encourage l'intégration de démarches d'éco-conception, imposant le respect d'un taux minimal de matières recyclées, par exemple dans les emballages. Pour s'adapter à cette nouvelle demande, nécessairement, de nouvelles filières créatrices d'emplois voient le jour. L'économie circulaire est donc créatrice d'emplois, tout en respectant de nouvelles normes et mesures respectueuses de l'environnement. Je vous remercie. Merci. Et pour lui répondre, la parole est à Monsieur le ministre Maxime Yvet, sous vos applaudissements. Monsieur le ministre, vous pouvez ôter votre masque. Et prendre la parole. La drogue est si douce. La drogue est si douce car on nous en abreuve depuis la naissance. La drogue est si douce car elle nous fait croire que nous ne sommes pas des camés. La drogue est si douce car elle nous fait croire que nous sommes des surhommes. Cher gouvernement, chère opposition, très cher jury et chère assemblée. Cette drogue, c'est la consommation issue du mode de production capitaliste. Il nous a fait voler, il nous a fait surfer sur le net, il nous fait faire du troc de manière parfaitement dématérialisée pour acheter des choses tout aussi dématérialisées. Pour autant, la décharge de dopamine ne l'est pas. Cette drogue, l'opposition essaye de la nier. Elle essaie de nous faire prendre une nouvelle fois la pilule rouge pour que le rêve continue. Ah, le capitalisme responsable. Les questions sont faites. Et oui, les deux définitions n'envisagent pas les conséquences intrinsèques qui ne sont donc pas contradictoires après tout. Du coup, où est le problème entre écologie et capitalisme et croissance? Mais bon, peut-on vraiment écouter cette opposition qui pense que l'appartenance privée des moyens de production ne rentre pas dans la définition du capitalisme, qu'elle confond de temps à autre avec le libéralisme? Non. Ce qu'il faut entendre, c'est que cette propriété privée des moyens de production entre les mains des détenteurs des capitaux est fondamentalement incompatible avec l'écologie. Car le mode de production capitaliste, c'est bien les détenteurs de capitaux qui possèdent la production et l'exploitation des ressources. On parle ici des ressources naturelles, le bois, l'eau, les hydrocarbures. Or, l'intérêt de ces acteurs privés, c'est de toujours augmenter leur excédent brut d'exploitation. Ainsi, d'après une formule quasiment mathématique, plus de production pour plus de profit, pour tendre toujours plus vers une croissance illimitée. C'est ce que fait, par exemple, prenons petite société suédoise qui fabrique des meubles que nous appellerons Ikeo. Bon, Ikeo fabrique des meubles, fabrique par exemple une chaise en bois. Pour cela, il utilise du bois qui est une ressource naturelle et un bien de notre environnement. Or, plus Ikeo fabrique de bois, plus il fait de profit, fabrique de chaises, plus il fait de profit, et donc plus il utilise de bois. Du coup, question. Que se passe-t-il lorsque des acteurs, concourant pour leurs intérêts individuels, exploitent des ressources qui appartiennent à leur environnement? Eh bien, prenons une analogie de juriste. L'individu n'est plus que possesseur du bien en usufruit. Usus fructus, l'usage, les fruits. Développons toujours avec Ikeo avec ce parallèle, et je prendrai votre question après. Ikeo qui, admettons, acquerrait du bois en pleine propriété pour en faire une chaise. Cela reviendrait à dire, en d'autres termes,
qu'une utilisation immédiate d'un bien appartenant à l'environnement a été faite pour le profit de Ikeo. Et je vais prendre votre question. Comment allez-vous convaincre, Monsieur le Ministre, nos partenaires européens, particulièrement les pays de l'Est, qui sortent tout juste du communisme que vous voulez rétablir dans notre pays, de renoncer à la croissance économique qu'ils partagent avec nous et qu'ils ont accepté de partager, qu'ils ont voulu partager avec nous en rentrant dans l'Union européenne pour et au profit d'un système qu'ils ont fui. Je suis navré une nouvelle fois de vous rappeler que ce n'est pas la définition du communisme, une fois de plus, mais s'il en est de l'espoir de notre planète, de notre environnement, de notre bien commun à tous, eh bien, qu'à cela ne tienne, nous assumerons d'être soi-disant des communistes, bien que, si vous écoutez, il ne s'agit absolument pas de cela, bien évidemment. Alors, le doyen Carbonnier, un éminent juriste, a justement soulevé la difficulté que j'évoquais un petit peu plus tôt. Il a décrit justement, lorsqu'un acteur individuel utilise à son profit une ressource ayant vocation à ne pas lui appartenir exclusivement, comme le bois, il cherche à tirer de l'immédiat le rendement maximum dû le fond en crevé. Dû le fond en crevé. Et c'est là la grande dérive du capitalisme. L'environnement ne peut pas être la préoccupation de celui qui n'a qu'à l'horizon son profit personnel. Dès lors, l'entreprise, qui a par essence un but lucratif, met de manière certaine l'environnement en péril. Et c'est là, encore une fois, le problème. Le capitalisme, c'est la consommation irréversible des matières premières, là où, à l'inverse, l'écologie, c'est garantir la survie de ces ressources qui sont à leur utilisation irréversible. Il y a donc une incompatibilité totale entre ces deux réalités. Il a raison. Alors, le Premier ministre vous a expliqué la différence entre la res publica et la res communis. Il s'agira donc de considérer que ces biens ne seront plus ni d'appartenance privée, ni d'appartenance à l'État, mais ils appartiendront aux acteurs locaux et aux salariés des entreprises qui ne pourront voir que leur, grâce en appliquant une production proportionnée et nécessaire aux besoins de la population, leur rémunération croître. Ainsi, en recherchant des moyens de production plus verts et plus respectueux de l'environnement, ou en réduisant les déchets à l'année, on pourra, je l'espère, avoir un dénouement heureux et peut-être même un avenir. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Et la parole est à Madame la députée Margot Chacoub. Madame la députée, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, chers parlementaires, chers membres du gouvernement, de l'opposition, mesdames et messieurs, je vous salue en vos grades et qualités. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, pas de politique politicienne, mes mots seront crus, ils seront vrais. Je m'insurge, je me révolte des dires du gouvernement. Un gouvernement qui choisit la voie de la facilité plutôt que de l'innovation, de la lâcheté plutôt que du courage, de l'obscurantisme du passé plutôt que la lumière de l'avenir. Je l'affirme fièrement devant cet hémicycle, l'écologie est compatible avec la croissance dans un mode de production capitaliste. Vive la croissance! Elle est compatible parce que le capitalisme n'est que ce que les consommateurs en font et qu'aujourd'hui, ils sont déterminés à obtenir du changement. Monsieur le ministre, il est très égoïste votre raisonnement. Vous m'écoutez comme une originale, bien assis que vous êtes dans vos certitudes, mais la croissance, le capitalisme, vous en avez profité.
bien assis que vous êtes, dans votre siège de velours, avec votre belle chemise de coton. Mais aujourd'hui, revenons en arrière. Maintenant que nous nous sommes gavés, au lieu de chercher des solutions, nous allons empêcher les autres de profiter du confort que la croissance nous apporte bel et bien. Aujourd'hui, monsieur, en affirmant que croissance, écologie ne sont pas compatibles, vous signez notre arrêt de mort. Voilà notre terrain d'entente. Il est nécessaire de prendre en considération les problèmes d'ordre écologique. Il en va de la survie de notre espèce. Mais nous ne devons pas retourner vivre dans des huttes, sans électricité, ou prendre nos citoyens par la main pour leur dire « Attention, tu n'as pas le droit de garder ton argent. Attention, ne travaille pas de cette manière. Moi, je vais te dire comment le faire. » Nous devons aller vers une croissance verte. Et monsieur, vous n'avez pas répondu, mais que répondez-vous aux populations qui n'ont pas encore bénéficié du capitalisme? Qu'il ne faut pas conduire? Qu'il ne faut pas posséder de voiture? Que nous avons eu droit au confort, mais pas eux? Mais surtout, que l'écologie, selon vous, n'est pas compatible avec la croissance? Alors, il faut stopper la croissance. Monsieur, vous dressez un tableau funeste de la croissance et du capitalisme, mais la réalité, elle est tout autre. Grâce au capitalisme européen, social, engagé et toutefois libéral, mais quel outil formidable de développement pour les États, pour leur économie, pour le confort que nous apportons aux citoyens. Nous avons déjà parlé des anciens pays communistes de l'Europe, la Roumanie, la Croatie, la Pologne, la Bulgarie. Vous pensez qu'ils ne pourraient pas faire l'éloge de la croissance dans un mode de production capitaliste? Encore une fois, aujourd'hui, je l'affirme, la priorité des Français, c'est l'écologie. Regardez autour de vous les manifestations pour le climat dans la rue, ces personnes qui brandissent des pancartes, qui scandent leur peur de demain, les scores jamais vus aux élections pour les partis écologiques. Mais qui sont-ils? La jeunesse, pleine de fougue et de motivation. Loin d'être essoufflée comme le gouvernement, elle n'attend qu'à être le moteur du changement et non pas à être tenue par la main comme un petit enfant. Je vais prendre votre question, madame. Vous qui vous faites autant de soucis pour les populations qui ne bénéficient pas de la croissance, qui meurent de faim, qui n'ont pas les moyens de vivre correctement, pouvez-vous nous rappeler la responsabilité des économies capitalistes dans la situation de ces populations-là? Merci madame, je suis ravie de vous voir venue prendre un cours d'économie, un cours de droit social. Peut-être n'avez-vous pas assez étudié avant de venir. Aujourd'hui madame, nous ne faisons pas l'éloge suprême du capitalisme. Nous ne venons pas dire que le système n'a pas de faille. Nous venons simplement dire que ce que vous proposez, mais nous courons à la catastrophe. C'est folie pure que de vouloir retirer les libertés durement acquises pour pouvoir les voler à nos citoyens. Aussi, madame, le capitalisme, il ne fait pas ce qu'il veut. Il est aussi ce que la société veut qu'il soit. Alors, je ne vais pas vous donner de leçons, mais je vais être un peu scolaire. Imaginons que demain, tous les citoyens décrètent que la couleur bleue est affreuse, passée de mode. En quelques jours, les rayons abonderont de bleu car plus personne n'en achètera, plus de profit. Les entreprises réagiront en arrêtant la production de bleu. Et en moins de temps qu'il ne faudra pour le voir, il n'y aura plus que du rouge dans tous les étages. Voyez madame, ce mode, on peut l'appliquer à l'écologie et à la croissance. Si demain, tous les consommateurs souhaitent consommer de manière éco-responsable, mais ils le feront et le capitalisme s'adaptera, il suivra la demande. Ce ne sera peut-être pas pour les bonnes raisons, certes, mais le capitalisme s'adaptera. Et le changement, il est déjà en marche. Dans les publicités, dans les magazines, dans les discours. Tout le monde n'a que ce mot à la bouche, écologie. Des brosses à dents en bois aux vêtements éco-responsables, en passant par le développement de voitures écologiques, le capitalisme n'est qu'une émanation de la volonté des consommateurs. Et enfin, pour achever de vous convaincre, prenons un exemple concret. Apple, géant des GAFAM. Votre horrible symbole de croissance fulgurante dans un monde capitaliste. Pourtant, ce même Apple
Aujourd'hui, il nous montre qu'il est responsable. C'est aujourd'hui une entreprise neutre en émissions de carbone. Je vous invite à vous documenter. Il l'affiche d'autant plus fièrement qu'en 2030, 100% des iPhones seront totalement neutres en émissions de carbone. C'est bien la preuve que lorsqu'on met la technologie à notre service, mais nous pouvons faire de belles choses, de choses merveilleuses, et nous pouvons poursuivre la croissance, mais en y insérant l'écologie. Enfin, mesdames et messieurs, j'ai confiance en nos producteurs, j'ai confiance en nos industriels, j'ai confiance en leur capacité à produire des alternatives éco-responsables, et enfin, j'ai confiance dans nos citoyens qui sauront adapter un mode de consommation respectueux de l'environnement. La parole est à Monsieur le ministre Paul-Adrien Melvenu. Monsieur le ministre, vous avez la parole. De toute façon, le réchauffement climatique, je m'en fous, je serai déjà mort. Vous aussi, vous avez peut-être déjà entendu cette phrase un dimanche après-midi après le rôti de dinde chez Tata. Cette phrase, c'est la preuve. C'est la preuve qu'on soulève le tapis, qu'on cache la poussière, qu'on enfouit la misère en dessous. En repoussant le problème, nous laissons libre cours à la destruction de la planète, alors qu'il est de plus en plus nécessaire de la sauver. Alors secouons ce tapis, voulez-vous ? Déjà, j'aimerais revenir sur les propos de Madame la seconde députée. Je vais passer outre vos irrespectueuses pérégrinations sur nos beaux fauteuils en velours de la mairie de Paris. Ensuite, je vous répondrai que nous ne voulons pas stopper la croissance, mais nous voulons prôner une légitime croissance. Le capitalisme, ce n'est pas la seule manière de créer cette croissance. Vous aurez dû également, je pense, étudier un peu plus avant de venir, puisque le capitalisme, ce n'est pas la croissance. Question sur tout bête. Vous nous parlez de brosses à dents électriques, vous nous parlez de voitures électriques, c'est ça le capitalisme vert. C'est ce capitalisme vert que nous voulons détruire. Et non madame, nous ne faisons pas confiance à nos constructeurs, à nos industriels. Regardez par exemple Volkswagen. Bon. Nombreuses sont ces traductions et évolutions capitalistes que nous connaissons aujourd'hui. La recomposition du rôle de l'État, les déréglementations, les privatisations, la quasi-omniprésence des acteurs financiers. Mesdames et messieurs les jurés, chère opposition, cher gouvernement, chère assemblée, ne sommes-nous pas fatigués de tout ça ? Les évolutions du capitalisme que je vous ai citées ont quelque chose en commun. Et je ne parle pas du fait qu'elles soient quasiment toutes anti-écologiques. Je parle du fait qu'elles s'inscrivent dans des processus séculaires. Je ne nie pas la clairvoyance de l'opposition sur l'urgence climatique, mais souhaite vous montrer que ce n'est pas avec le capitalisme que nous pourrons réagir rapidement à cette urgence, puisque celui-ci, il évolue avec les contraintes de la société qui elle-même évolue très lentement. On ne révolutionne pas le système capitaliste du jour au lendemain, à plus forte raison s'il s'agit de le réformer à rebrousse-poil. Si les évolutions favorables à l'hyperproductivité ont mis des cinquantaines d'années pour certaines, des centaines pour d'autres à voir le jour, je n'imagine pas ce qu'il en serait pour contrer une croissance abusive. Je vous écoute. Monsieur, vous prétendez que nous allons épuiser les ressources naturelles de la planète en continuant à chercher la croissance. N'est-il pas naïf de penser que les technologies actuelles permettant des innovations dans le respect de l'environnement seront encore les mêmes dans 200 ans ? Alors je trouve ça très intéressant comme question, madame, mais je vous répondrai que des discours comme ça, on pourra en entendre jusqu'à ce que les glaciers ont fondu. Par conséquent, je ne pense pas que les technologies que nous connaissons depuis les années 80 aient permis de réduire notre impact carbone, bien au contraire. Nous pourrons, mesdames et messieurs les jurés, cher gouvernement, chère opposition, chère assemblée, ne pas renoncer au capitalisme et faire comme vous dites, lui laisser une chance de s'adapter aux exigences écologiques. Peut-être qu'à terme, on verra surgir un capitalisme magnifique qui nous permettra de sauver la planète. Admettons que cela arrive. Admettons qu'on ait cru en cette possibilité. Dans combien de temps
Arriverons-nous à récupérer des énergies renouvelables qui seront réellement des énergies vertes? Dans combien de temps aurons-nous ces énergies qui seront même écologiques dans leur conception? Par exemple, pour créer un panneau solaire, il faut faire fondre une vingtaine de métaux. Si c'est ça votre technologie pour sauver la planète, je n'en veux pas. Comme dit précédemment, nous repoussons le problème. Bien que désormais, dans la majorité des esprits français, il apparaît nécessaire de modifier nos habitudes en matière d'environnement, le capitalisme nous interdit réellement de mettre en place ces dispositifs. Il n'est pas rentable, par exemple, pour une exploitation agricole, de se passer des pesticides, puisqu'ils auront un rendement moins important, et ainsi les prix seront tirés vers le haut. Cependant, si nous obligeons les plus gros acteurs à réduire leur usage des pesticides, si nous les forcions à adopter des solutions réellement plus vertes, cela permettrait d'équilibrer le marché à bien des égards. Il est urgent, vous nous avez parlé des manifestations, il est urgent d'agir, puisque le temps n'est plus celui de scander, le temps n'est plus celui de crier. C'est trop tard pour dire que la planète brûle. Il faut maintenant marteler et forcer les acteurs économiques à se conformer au sauvetage de la planète. Et c'est vous qui êtes lâches, puisque vous ne voulez pas forcer ces acteurs. Nous ne sommes pas lâches en prônant l'abolition du capitalisme. Vous êtes lâches en n'acceptant pas de vous confronter à tous ces acteurs puissants. Dans le plus optimiste des scénarios, les énergies renouvelables parfaites dont j'ai parlé, si elles finissent par arriver, arriveraient dans un siècle. À côté de cette solution, à la fois très incertaine et éminemment lente, nous avons un phénomène qui, lui, est très certain et très rapide. C'est la dégradation irréversible de notre environnement et de la biodiversité. Les questions sont fermées. J'aimerais vous rappeler que depuis les années 80, les scientifiques observent que la fonte des glaces a atteint un point de non-retour, que celle-ci s'est accélérée de 65% durant les 3 dernières décennies, que le phénomène qui a été décrit a été mis en avant dans de nombreuses recherches, et notamment celle de l'université de Leeds, que je viens de vous citer. Nous avons beau essayer de stimuler ce changement, notamment avec une magnifique loi verte, celle de la loi Pacte, le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises en 2019. Celui-ci permet, je vous le rappelle, de donner aux entreprises la possibilité d'insérer un intérêt social dans leur statut. Eh bien, je suis désolé, cette loi est très belle, c'est empreinte de bonne volonté, mais tout ce que je vois, c'est de la bonne conscience et un écran de fumée. Mesdames et messieurs les jurés, chère assemblée, tout ce que l'on voit, c'est cet écran de fumée, cette fausse bonne conscience et ces usines qui s'étalent à perte de vue. Nous pensons donc qu'il y a une réelle incompatibilité entre la notion de capitalisme et la temporalité. C'est pour cela que nous avons fait le choix de légiférer sur le court terme par une éradication de ce capitalisme. Puisque quand on légifère, nous appliquons les règles de manière instantanée, alors que quand on attend que les choses changent, au pire, elles changent trop tard, et au mieux, elles ne changent pas. Monsieur le député Adam Elleci, sous vos applaudissements. Monsieur le député, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, honorables jurés, mesdames et messieurs les ministres, chers membres de l'opposition, je vous salue en vos degrés, grades et qualités. Monsieur le Premier ministre, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Cette citation, souvent utilisée par Edgar Morin, qu'il a empruntée lui-même au poète allemand Hölderlin, résume parfaitement bien, selon moi, le débat d'idées que nous avons ici. Car, gouvernement, les contradictions d'un système sécrètent les bases mêmes de leur propre dépassement. Notre débat n'est pas celui de se questionner sur le péril que serait d'appliquer à la lettre l'ultracapitalisme, de laisser faire et laisser passer, de ne pas intervenir sur les marchés, car oui, ceci est un péril.
Mais notre débat n'est pas non plus que de se questionner sur le péril d'un diktat écologique. Car là aussi, en imposant à nos concitoyens de consommer vert, de vivre vert, de penser vert, nous réduisons en réalité leur liberté. Et là encore, c'est un péril. C'est celui que propose le gouvernement. Lorsque le Premier ministre essaie de nous faire croire, de nous convaincre que pour sauver la planète, il faut déplumer les patrons de leurs biens, de leur capital, de leurs investissements, car ça, le capital d'investissement, c'est aussi un bien privé des patrons. Eh bien, selon moi, Monsieur le Premier ministre, vous violez le droit fondamental de la propriété privée. Mesdames et messieurs, vous qui êtes présents ici, vous que le gouvernement veut convaincre par la peur et le péril, je veux vous proposer un autre avenir. Vous montrer que le capitalisme peut être vert et que nous devons, en réalité, responsabiliser le capitalisme. La députée de l'opposition vous a démontré que nous influons sur la richesse produite, car nos choix influencent les entreprises qui s'adaptent à notre demande. Or, si notre demande est verte, les entreprises le seront aussi. Or, sans la demande, cher gouvernement, l'offre n'est rien. Mesdames et messieurs, le gouvernement tente de nous faire croire que sauver la planète revient à s'opposer au développement économique. Mais le gouvernement est-il aveugle? Il n'y a donc aucun ministre, d'aucun ministère, qui n'a cru bon et opportun de consulter les derniers chiffres de la croissance économique de l'Union européenne. Avec 13 315 milliards de dollars de richesse cette année, l'Union européenne se place comme la deuxième richesse du monde. 20% de la richesse mondiale est produite chez nous. Pourtant, bien que nous soyons l'une des meilleures économies mondiales, nous sommes et nous resterons une économie engagée, une économie solidaire et une économie sociale. Je vous écoute. Merci, monsieur le député. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous appelez une demande verte? Une demande verte? Oui. Je vous remercie, monsieur le ministre, de cette question. Eh bien, écoutez, cette demande verte dont vous parlez, je suis désolé, mais vous êtes le seul à l'avoir entendue. Car moi, je ne l'ai pas évoquée. J'ai dit que l'offre, c'est la demande. Puisque les consommateurs veulent consommer vert, s'ils le veulent, alors l'offre sera verte. Nous n'avons, monsieur le ministre, je vous le dis, pas besoin d'imposer à nos concitoyens de consommer vert, car la bataille de l'écologie, c'est une bataille d'idées. Et parce que vous êtes lâches de ne pas pouvoir convaincre nos concitoyens que vous perdez cette bataille. Cher gouvernement, nous avons interdit en 2019 la production de paille, de couverts, d'assiettes en plastique jetable, un fléau pour nos rivages. 70% des déchets sur nos plages. Pourtant, cher gouvernement, je vais vous apprendre une nouvelle qui va vous étonner. Depuis cette interdiction de 2019, l'économie européenne se porte merveilleusement bien. Merveilleusement bien. Pourquoi? Je vais vous le dire, et permettez-moi, monsieur le Premier ministre, de vous faire une leçon d'économie sans excès de prétention, bien évidemment. Le marché s'adapte. Le marché se renouvelle. C'est la théorie de Schumpeter. Nous interdisons les produits en plastique jetables, très bien. Le marché innove en nous proposant des couverts biodégradables. Ainsi, je vous pose la question, monsieur le Premier ministre. Comment allez-vous convaincre l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Roumanie, la Bulgarie et la Pologne, par exemple, de vous suivre dans votre projet communiste? Gouvernement, vous êtes en Union européenne. Et dans l'UE, il faut composer. Et cette composition de l'Union européenne, elle se base sur la conviction. Vous devez convaincre. Vous devez convaincre les Allemands de vous suivre. Vous devez convaincre les Italiens de vous suivre. Vous devez convaincre les Espagnols de vous suivre. Mais aussi les Bulgares, les Roumains. Et eux sont sortis du communisme. Et ils ont mal.
Ils veulent le développement économique. Et ce n'est pas en leur reproposant le communisme que vous allez les convaincre. Gouvernement, vous souhaitez investir l'État dans un dessein de préservation de la planète? Alors, engagez-vous dans la bataille d'idées. Convainquez les citoyens, mais aussi nos entreprises, nos industries de produire vert. Gouvernement, vous souhaitez un développement économique important? Alors développons une économie intelligente. Pourquoi pas une économie engagée, une économie de principe, où le climat est un élément, non des moindres. In fine, mesdames et messieurs, soyez convaincus qu'il y aura encore et toujours ce qui sauve là où il y aura le péril. Merci. Merci, monsieur le député. Et pour conclure du côté du gouvernement, la parole est à madame la secrétaire générale Isman Bestanji. Madame, vous avez la parole. L'obscurantisme du passé plutôt que la lumière de l'avenir. C'est comme ça que nous perçoit l'opposition, l'obscurantisme du passé. Et je peux comprendre effectivement que cela génère un petit peu d'amertume d'entendre le constat que l'on dresse d'une situation aussi catastrophique que celle qu'est la nôtre. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que là où il y a la pénombre, peut surgir la lumière. Et je suis navrée de vous l'apprendre, mais vous vous inquiétez beaucoup de comment faire pour convaincre, alors que vous nous accusez d'imposer. Alors, je vais vous expliquer comment on va s'y prendre. C'est très simple. C'est quelque chose d'assez sympathique, en somme, qui s'appelle légiférer. Convaincre une assemblée, imposer, faire appliquer la loi. Nous n'allons effectivement pas supprimer le capitalisme par la force des baïonnettes. Ce n'est pas notre programme. L'enjeu de ce débat de ce soir, c'était de questionner la possibilité d'une cohabitation entre l'écologie et la croissance dans un système capitaliste. À cet égard, M. Baron vous a démontré qu'il y avait entre ces deux forces civilisatrices une incompatibilité fonctionnelle. Pourquoi? Parce que d'un côté, nous avons le capitalisme, donc produire toujours plus vite, avec toujours plus de quantité, en consommant toujours plus, en ayant des moyens de production entre les mains de ceux qui détiennent les capitaux. Et de l'autre côté, l'écologie, améliorer la cohabitation harmonieuse entre les espèces et préserver l'environnement. Or, la mise de l'homme en conformité avec la nature ne peut pas s'accommoder de l'urgence de surconsommation d'un système qui prétend faire reposer les libertés de l'individu sur le capital et sur le pouvoir. Je vous écoute, monsieur. Madame, selon la Banque de France, pour 100 € consommés en France, 70 à 80 le sont pour des prestations de services. Voulez-vous donc, par votre idée, empêcher les coiffeurs de coiffer leurs clients ou les avocats de défendre leurs clients? Monsieur, je vous rassure, vous pourrez toujours aller chez le coiffeur. L'idée, ce n'est pas d'empêcher les gens d'accéder aux biens et aux services. L'idée, c'est simplement d'aller vers une légitime croissance. Une croissance nécessaire et proportionnée aux besoins de la population, puisque la croissance actuelle est totalement disproportionnée aux besoins de la population. Ce que vous constatez aujourd'hui, c'est que vous avez une consommation qui vous suffit. À votre échelle, c'est une consommation qui vous suffit. Vous n'imaginez pas vivre avec un autre mode de consommation. Mais ce n'est pas votre consommation à vous seulement qui est en cause. C'est quelque chose qui vous transcende, qui va bien au-delà de votre simple foyer à vous. Il faut savoir que tout le monde ne vit pas comme vous. Il faut savoir qu'il y a des excès que vous ne voyez peut-être pas de façon palpable dans votre quotidien, mais qui sont bel et bien une réalité. Alors, la Première ministre nous donne une définition de ce qu'elle appelle le capitalisme, qui n'est en fait rien d'autre que la loi de l'offre et de la demande. Ce n'est pas ça que nous comptons éradiquer. Ce que nous entendons éradiquer, c'est ce qu'a décrit le Premier ministre, qui ne se limite pas simplement au fait d'acheter, de vendre. C'est beaucoup plus vaste que ça. Vous nous parlez d'une adaptabilité et d'une responsabilisation des producteurs. Et l'ennui, c'est que vous éludez un réel problème, à savoir le réalisme. À cet égard, la deuxième députée, Madame, vous êtes fâchée, hein? Vous êtes en colère. Madame nous dit, le capitalisme est ce que la société veut qu'il soit.
Alors moi, ma nièce voudrait manger des pâtes et des knackis tous les jours. Je peux vous dire que si elle croit qu'elle va être exonérée de courgettes, elle court vers de graves déconvenues. Eh bien c'est là le principe de notre rôle, c'est aussi de savoir imposer ce qui est désagréable quand c'est nécessaire. Madame nous dit « J'ai confiance en nos producteurs ». Moi non. Moi non. N'en déplaise à Edgar Morin, je n'ai pas confiance à ceux qui détiennent le capital et qui n'ont que pour seule finalité l'accroissement de leur excédent brut d'exploitation. Et c'est pour ça que nous voulons inverser les rapports de force. Nous voulons que les moyens de production ne soient plus entre les mains de ceux qui veulent voir accroître leurs capitaux, mais entre les mains de ceux qui ont une responsabilité sur la façon de produire. Et c'est pour ça qu'il faut que vous vous souveniez de quelque chose d'important, à savoir le rationalisme. Un producteur, c'est un homo economicus rationnel. C'est quelqu'un qui agit là où il peut faire augmenter son intérêt. Et, pardon de vous le dire, mais l'intérêt d'un producteur, ce n'est pas l'écologie, c'est l'accroissement de son pouvoir. On vous a démontré une incompatibilité temporelle qui existe à deux niveaux. D'un côté, nous avons le capitalisme qui se modifie à la lenteur des siècles. Et quand bien même nous parviendrons à arriver à des énergies renouvelables parfaites, madame, vous l'avez dit vous-même, mais messieurs du gouvernement, vous avez oublié quand même que dans 200 ans, on aura des énergies renouvelables beaucoup mieux. Oui, dans 200 ans. Sauf qu'en matière de réchauffement climatique, en matière climatique, le changement, c'est maintenant. On n'a pas le temps d'attendre 200 ans, messieurs, dames. C'est maintenant qu'il faut agir. Nous sommes sur le plan climatique à un état d'urgence. Si nous n'y remédions pas maintenant, ce sera trop tard. Or, le capitalisme ne se changera pas de lui-même avant une cinquantaine ou peut-être une centaine d'années. Et nous n'avons pas le temps d'attendre que la main invisible, qui en plus d'être invisible et très lente, fasse le travail à notre place. Je suis également un petit peu secouée par les inquiétudes de monsieur le troisième député qui nous dit « Mais comment allons-nous convaincre l'Europe ?» Mais l'Europe, c'est aussi nous, monsieur. Est-ce que vous savez ce que c'est la France dans l'Europe? C'est la France! L'Europe, c'est un roc! L'Europe, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. L'Europe, c'est comme le nez de Cyrano de Bergerac au milieu de sa figure. Sans la France, l'Europe n'est rien. Alors l'Europe devra bien s'adapter à nous. Et après l'Europe, suivra le reste du monde, monsieur. Merci Madame la Secrétaire Générale. Et pour conclure du côté de l'opposition, la parole est à Monsieur le Secrétaire Général, Salim Ibrahimi. Monsieur, vous avez la parole. Honorable jury, auguste assemblée, très chers collègues de l'opposition avec qui j'ai toujours un grand plaisir à travailler, gouvernement qui, bien qu'il veuille nous faire revenir à l'âge de bronze, se contentera aujourd'hui de la médaille d'argent. Avant de commencer mon propos, laissez-moi vous affirmer que j'ai mis une question d'honneur à écouter tous les acteurs de ce débat. J'ai entendu les arguments de chacun, je les ai compris, et malgré toute ma bonne volonté, je dois vous le dire, je suis consterné. Il est des moments qu'un parlementaire ne souhaiterait jamais vivre. Jamais je n'aurais cru devoir me présenter ici pour défendre la base même de l'économie mondiale, la croissance, et encore plus vertueusement, la croissance verte. Consterné, parce que malgré le fait que notre leader de l'opposition, Madame Laura Rouanet, vous ait démontré que le capitalisme aveugle et destructeur a fait son temps, et qu'il est désormais temps de faire place à un capitalisme responsable, nécessaire pour une croissance verte. Consterné parce que, malgré le fait que notre députée, Madame Marco Jacob, vous ait démontré que l'écologie est compatible avec la croissance économique, parce que ce sont les consommateurs qui guident cette croissance dans le sens qu'ils veulent. Et ce sens est aujourd'hui celui de l'écologie. Consterné enfin, parce que malgré le fait que notre député, M. Adam Eliassi, vous ait démontré que la France a les moyens de suivre l'exemple, voire de surpasser la prouesse de l'Union européenne qui arrive à afficher une croissance forte tout en étant respectueuse de l'environnement. Consterné parce que malgré notre effort de pédagogie, de définition, d'argumentation, de bienveillance, le gouvernement persiste dans cette folie argumentaire, quitte à polluer le débat. Monsieur le Premier ministre des évidences, qui arrive pourtant à se tromper, nous dit que la voiture électrique aux batteries au lithium pollue énormément
monsieur, elle ne polluera jamais plus qu'une voiture construite avec un système de propulsion diesel ou essence. Parce que tout au long de sa vie, la batterie électrique ne consomme pas, à part de l'électricité. Changer de paradigme, allez dire ça à la famille éthiopienne qui voit son petit dernier mourir de faim. Allez dire ça aux travailleurs indiens qui peinent à offrir à ses enfants de l'eau potable. Changer de paradigme, ce n'est pas possible pour eux. Ils ont besoin de la croissance pour acquérir le niveau de confort que nous avons ici depuis bien longtemps. Les moyens de production communs, donc. C'est votre projet, les faire passer en res communes. La chose commune, en latin. Monsieur, ce n'est pas en parlant latin que vous rejoindrez l'âge de bronze et leur consommation écologique. Le Premier ministre veut mettre dans le même régime l'eau, l'air et la boulangerie de Mireille au coin de la rue, des res communes. Gouvernement incompétent, on savait, juriste de pacotille, on le découvre, ce n'est pas possible, monsieur. Et en plus, c'est l'aliénation du bien de propriété que chacun se voit le droit de posséder. Monsieur le ministre, la drogue. La drogue, vous constatez votre overdose. Vous oubliez peut-être que les médicaments sont des drogues et que, par votre mesure, vous allez en priver les opprimés qui n'y ont pas accès. Monsieur, je vais prendre votre question. Monsieur le secrétaire général, vous nous dites que la voiture électrique ne pollue pas. Mais comment sont fabriquées ces batteries? Comment est fabriquée l'électricité? Monsieur le ministre, encore une fois, vous essayez d'instrumentaliser mes propos. Je n'ai pas dit que les voitures électriques ne polluaient pas. J'ai dit qu'au cours de leur vie, quand elles sont en utilisation, elles ne polluent pas. Pourquoi? Parce que la quasi-totalité de l'électricité en France est produite par le nucléaire. Alors vous allez me dire, oui, le nucléaire, ça pollue. Il y a des déchets nucléaires qu'on enfouit à des kilomètres sous terre. Peut-être. N'empêche qu'ils sont bien protégés là-bas et que c'est toujours mieux que l'Allemagne, par exemple, qui se chauffe encore au charbon. Monsieur, vous nous parlez de, on va dire Ikea, pour citer tout le monde, on a cité Apple, une société suédoise, une des plus grandes zones vertes de la planète, ou particulièrement en Europe. Les meubles issus sont de bois responsables, monsieur. Peut-être ne le saviez-vous pas, mais Ikea plante des arbres, les coupe et fabrique des meubles avec. Et quand il n'y en a plus, ils en replantent, ils en recoupent et ils refabriquent des meubles avec. C'est ce qu'ils appellent un cercle vertueux. Vous n'arrivez même pas à faire rêver avec une utopie. Qu'allez-vous dire à ceux qui peinent à remplir leur caddie? Que vous ne proposerez bientôt que des produits bio, éco-responsables, 5 fois plus chers que les autres dans les rayons des magasins? C'est ça votre projet pour l'avenir? Empêcher les gens de consommer, parce que consommer, ça pollue. Mais des fois, on n'a pas le choix. On n'a pas assez d'argent pour offrir à tout le monde la possibilité de consommer vert, écologique, bio. Et pourtant, pourquoi? Parce que les gens ne le demandent pas encore en grande majorité. Et c'est là que l'opposition vous invite à réfléchir à cela. Peut-être faudrait-il apporter un peu plus de pédagogie et inviter les citoyens à devenir cette demande verte que vous vous interrogiez, à devenir cette demande verte pour forcer les entreprises à offrir du vert et de l'écologique. Monsieur le ministre qui souhaite secouer le tapis alors qu'il vient juste de mourir, faire évoluer le système capitaliste est impossible selon vous. Pourtant, Apple le fait. Vous venez de comprendre, j'en suis ravi. Pourtant, Apple le fait. C'est l'un des A de GAFAM. Vous savez, les 5 plus grandes entreprises de la planète. Eh bien, l'une d'entre elles, l'une des plus importantes d'entre elles, va devenir neutre en carbone d'ici 2030. N'est-ce pas là un exemple même que le capitalisme, que la croissance peut mener à l'écologie? Les années 80, monsieur, ça fait 40 ans. Qu'avez-vous fait depuis 40 ans, je vous le demande? Alors, pour les premières années, j'ai une petite idée, mais pour la suite, n'avez-vous pas assisté à l'innovation qui nous permet aujourd'hui de manger bio, de nous chauffer avec la géothermie, de rouler sans gasoil, de voler sans kérosène? Monsieur, vous dites que les entreprises ne jouent pas le jeu. Madame la secrétaire générale, vous l'avez dit aussi. Et pourtant, pourquoi, selon vous alors, dans les sociétés du CAC 40, toutes sont en train de faire la course pour arriver à avoir les certifications les plus exigeantes de la planète en matière d'écologie? Je peux citer Danone, par exemple, qui vient d'acquérir le label B Corp. Madame, vous vous enorgueillez, je ne prendrai plus de questions, monsieur, je n'ai plus le temps, vous vous enorgueillez de connaître l'évidence. Oui, le capitalisme est devenu l'allié de la libéralité. Vous opposez donc le communisme que vous nous proposez au libéralisme que, d'un certain point de vue, nous défendons. Quelle argumentation solide et inattendue. Vous voulez légiférer en Europe, en Chine, au Zimbabwe? Est-ce là votre manière de convaincre légiférer ailleurs que chez nous?
Les moyens de production nationalisés, c'était là la seule proposition de réforme concrète qu'a fait votre Premier ministre. Je vous ai posé la question exprès sur ce sujet. Pas les biens seulement, pas les services. Voici ce que vous m'avez dit. Le projet touche donc au maximum 20% de l'économie française. Je pense que nous avons été convaincus, encore moins que 20%. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le débat est donc terminé. Le jury est donc invité à se retirer pour délibérer dans une salle à part et reviendra ensuite délibérer son verdict. Nous allons marquer une courte pause. Merci à tous d'avoir suivi ce débat qui est maintenant terminé. Ce sera maintenant le moment pour vous comme pour nous d'en apprendre plus sur les 8 orateurs qui ce soir ont essayé tant bien que mal de vous convaincre sur la question. Auront-ils été éloquents? Auront-ils été assez bons? Auront su-ils convaincre le jury qui va maintenant pouvoir délibérer sur leur sort? Alors sans plus attendre, les 8 orateurs de Révolte-toi, Lille et les gardes des Sceaux vont pouvoir maintenant se présenter un peu plus et nous parler de leurs arguments. Ces orateurs qui ce soir ont pu nous défendre d'un côté une thèse plus mitigée, une thèse plus actuelle sur ce qu'ils appellent donc une croissance modérée, une croissance responsable. Vont-ils être capables d'offrir une véritable voie pour notre planète? Vont-ils être capables de répondre à la question écologique? Ou le jury va-t-il décider de faire gagner ceux de la nouveauté, ceux qui ont plaidé pour un mode de consommation complètement différent, ceux qui ont plaidé pour finalement ce que l'on pourrait appeler une nouvelle voie? Sans plus attendre, notre premier candidat issu de l'opposition. Bonjour et bienvenue. Bravo pour... Merci, c'est gentil. Merci à vous d'être là, de regarder. Si tu pouvais commencer par te présenter, nous rappeler ton rôle dans ce débat et nous parler un peu de ton expérience dans l'art oratoire et dans le débat. Eh bien, je m'appelle Salim Ibrahimi, j'ai 22 ans et j'étais aujourd'hui secrétaire général de l'opposition. Donc mon rôle consistait à recueillir les arguments de la partie adverse et à les réfuter dans mon propre argumentaire. J'ai commencé l'art oratoire il y a déjà quelques années maintenant, j'ai arrêté de compter. Et en fait, ça a commencé quand je suis rentré à la fac avec une association qui s'appelle Lysias Lille, qui était de plaidoirie et d'éloquence. Donc j'ai commencé par la plaidoirie et j'ai eu la chance de plaider dans un tribunal en robe d'avocat. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est pour moi, c'est ce que je veux faire. Et donc j'ai évolué dans ce milieu et ça m'a permis aujourd'hui d'être là et d'avoir quelques titres dans mon palmarès, j'en suis ravi. Et je vous invite tous et toutes à vous intéresser à ce monde qui est le débat et l'éloquence et à peut-être intégrer une association ou un moyen de parler en fait en public et de vous entraîner à cela. Nous avons donc un orateur bien expérimenté avec nous. Alors quel plaisir d'être secrétaire général de l'opposition et d'avoir le dernier mot. Et alors selon toi maintenant, dans ton vraie opinion et pas celui que tu as dû défendre, quel est le fin mot sur ce débat? Ah ça c'est vrai, quel plaisir d'avoir le dernier mot tout d'abord, mais aussi d'être dans l'opposition avec mes amis qui sont là parce que c'est devenu une amitié maintenant, ça fait longtemps qu'on débat ensemble. Et de mon opinion personnelle, je ne suis pas très éloigné de ce que j'ai pu dire aujourd'hui, même si c'était un peu plus radical que ce que je pense. Mais je pense qu'il est possible dans notre économie aujourd'hui, et notamment dans le capitalisme, d'avoir une démarche écologique et une démarche plus respectueuse de la nature. Mais ça passe par nous, par les consommateurs, en forçant les grandes entreprises à avoir cette démarche responsable et écologique. Très bien, merci pour tes réponses. Et quant à moi, je tenais vraiment à te remercier, car la blague sur polluer le débat, on l'attendait tous et tu nous l'as offert ce soir. Bravo encore. Ensuite, une candidate du côté du gouvernement, si tu peux toi aussi te présenter et parler de ton expérience dans le débat et l'art oratoire. Alors moi, je m'appelle Isman Bestanji. J'ai commencé l'art oratoire avec ma toute première séance de débat en 2016 quand j'étais en 3e année de droit. Et ensuite, tout s'est accéléré, ça allait à 100 à l'heure et j'ai plus jamais quitté la Fédération francophone de débat. Et je sais même pas si je la quitterai un jour. Et effectivement, c'est vrai que le débat en compétition, c'est une pratique que je conseille à absolument tout le monde, toute étude confondue. Donc ce soir, Isman, tu étais la voix du rationalisme, la voix de l'honnêteté. Tu étais celle qui plaidait pour qu'on regarde les choses en face et qu'on arrête de se voiler la face. Si j'ai bien compris ton argument, ce que tu essayais de nous dire ce soir, c'est qu'on ne pouvait pas compter sur le bon vouloir des gens et que tout devait passer par la force. Est-ce que c'est une conviction personnelle ou pas ? Alors oui, en fait, contre toute attente, sur ce débat, je me suis retrouvée à défendre une position qui me paraît la plus logique finalement. Est-ce que c'est une déformation professionnelle due au travail mené sur la semaine sur le débat ? Peut-être. En tout cas, je pense effectivement que c'est faire violence aux gens que de compter sur eux, uniquement sur le bon vouloir, je parle des consommateurs notamment, de leur dire uniquement à eux, faites un effort, fournissez une demande verte. Et finalement, c'est quoi une demande verte ? Est-ce que c'est uniquement aux consommateurs de faire cet effort ? Est-ce que ce n'est pas aussi au pouvoir public ?
Eh bien, c'est une question que tout le monde pourra se poser ici. Moi, j'en ai une dernière pour toi. Est-ce que la France est vraiment le leader de l'Europe ? Alors la France n'est peut-être pas le leader de l'Europe, mais elle en a un pilier à mon sens qui est indispensable. Et je vois très mal l'Europe se passer de la France et quelque part, je me demande si je vois pas aussi très mal la France se passer de l'Europe. Bon, eh bien, on espère que si tu vas à la finale de cette Coupe de France, tu pourras représenter de cette Coupe d'Europe, pardon, tu pourras représenter la France et être vraiment le leader. Et encore bravo pour ta performance. Du côté donc de l'opposition, je t'en prie, si tu peux, pareil, te présenter ton rôle ce soir. Enchantée, moi du coup c'est Laura Rouanet, j'ai 21 ans, je suis étudiante à l'université de Lille, donc je suis là pour représenter Révolte-toi Lille ce soir. Ce soir j'ai été la leader de l'opposition, c'est-à-dire que je devais présenter l'idée globale de mon équipe, notre direction, vers quoi notre argumentation tendait, et présenter les membres de mon équipe. Alors, il y a un point dans ton argumentation qui m'a marqué, je dois être honnête avec toi, c'est quand tu nous as expliqué que le capitalisme avait survécu à tout. Est-ce que tu penses vraiment que le capitalisme a survécu à tout et pourra survivre à tout ? Alors, si je peux donner du coup un avis plus personnel, je pense que malheureusement, il a survécu à tout. Et que justement, il a survécu à ces crises, que ce soit positif ou négatif, ça dépend des avis de chacun. Mais oui, je pense qu'effectivement, il est là pour encore un bon bout de temps. Et de ton point de vue, vu ton malheureusement, c'est plutôt négatif. Oui, vu mon point de vue, c'est pas toujours quelque chose de très positif à l'heure actuelle. Est-ce que tu serais en train de nous dire que tu serais plutôt, du coup, personnellement, du côté de l'opposition ce soir ? Alors, je dois dire qu'effectivement, le débat a été quelque chose d'assez compliqué pour moi à construire, parce que du coup, je vais déconstruire toutes les idées préconçues que j'avais sur la question, et j'ai dû repartir de zéro. Donc effectivement, j'ai dû avoir une position qui peut-être au départ n'était pas nécessairement celle que j'aurais voulu avoir, mais du coup, c'était d'autant plus intéressant de travailler sur la question, et pour justement essayer d'avoir une autre opinion, un autre point de vue. Eh bien, en tout cas, félicitations, parce que tu as très bien réussi cet exercice et on n'arrivait pas du tout à voir que ce n'était pas de tes convictions. Donc, bravo et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Ensuite, pour le côté du gouvernement, je t'en prie pour te présenter et nous parler de ton expérience. Moi, du coup, je m'appelle Paul-Adrien Medioni, j'ai 20 ans. Et du coup, ce soir, j'étais 3e ministre avec l'équipe des gardes de Sceaux. Et j'étais très honoré de pouvoir débattre ce soir, surtout sur ce sujet, parce que c'est quelque chose d'assez brûlant et actuel. C'était très instructif à la fois sur le plan personnel et en équipe, et surtout d'avoir pu débattre contre une bonne équipe comme ça, c'était vraiment un plaisir. Un candidat bien fair play. Et alors toi, ce soir, ton mot de la soirée, c'était celui de l'urgence. Tu as été le candidat qui a essayé de nous montrer le côté un peu désastreux. Tu étais celui qui, je vais être honnête avec toi, nous a un peu déprimés ce soir, nous a montré que nous courions à notre perte et qu'il fallait absolument se dépêcher. Est-ce que tu penses vraiment que l'urgence est si importante que ça, ou est-ce qu'il y avait un fond d'effet dramatique pour ton discours ? Alors honnêtement, il n'y avait pas de fond d'effet dramatique du tout, parce que c'est rapide et c'est facile de dire, comme l'opposition l'avait dit, on a des brosses à dents en bois, on a des vêtements en coton recyclé, on a des voitures électriques bientôt en 2035 qui seront la norme de production en Europe. Et en fait, ces solutions-là, elles ne sont pas satisfaisantes. Parce que, par exemple, si on prend rien que les voitures électriques, on se retrouve à miner aujourd'hui du lithium. D'ailleurs, c'était assez marrant parce que quand le secrétaire général de l'opposition à la fin nous a dit allez dire à un Éthiopien que vous allez le priver de croissance, et bien déjà je pense que c'est peut-être un peu plus facile plutôt que de lui demander d'extraire du lithium toute la journée. Du coup non, je pense que l'urgence est réelle, et en tout cas l'urgence pour notre survie, elle n'est peut-être pas instantanée, mais l'urgence de légiférer pour permettre quand même aux entreprises d'avoir le temps de s'adapter à ces nouvelles contraintes, c'est extrêmement urgent. Bon. Et que de belles convictions à porter à la finale de cette Coupe d'Europe, en espérant que tu puisses en faire partie. Et félicitations encore pour ta performance. Par la suite, du côté de l'opposition, je t'en prie, si tu peux toi aussi te présenter et parler un peu de ton expérience et de ta performance ce soir. D'accord, alors moi je m'appelle Margot Chacoub, je fais partie de Révolte-toi Lille. Moi je suis arrivée dans l'art oratoire vraiment par hasard. Tout simplement en L2, en fait j'ai redoublé et je cherchais une association pour me faire des amis, ça n'allait pas plus loin que ça. Puis maintenant je suis en finale européenne de débat, donc je pense que ça se passe bien. Donc un pur hasard dans l'arrivée au débat et maintenant tu te retrouves, tu étais ce soir ? Ce soir j'étais en députée de l'opposition.
Donc deuxième députée de l'opposition. Donc ce soir, tu es celle qui nous a défendu la thèse selon laquelle la consommation venait du consommateur et qu'on pouvait s'attendre à ce que si le consommateur passe sur un mode plus vert, la consommation suivrait. Est-ce que c'est une conviction personnelle, même question que pour les autres, ou est-ce que tu penses que ça ne suffit pas et tu te rangerais peut-être plus de l'avis du gouvernement ? Non, mais honnêtement, je pense que ça ne suffit pas. Alors oui, effectivement, ce que le consommateur veut, il l'obtient. Mais après, est-ce que le consommateur il est tellement engagé qu'il arrêterait complètement d'acheter tout ce qui est avec des produits plastiques Puis le souci, c'est aussi que les produits les plus polluants, c'est les moins chers. Donc après, on ne peut pas non plus tenir rigueur à des étudiants, par exemple, de préférer, moi je sais pas, des steaks dans des emballages en plastique qui ne viennent pas d'une production durable ou éthique, quand chez le boucher, ils paieront le triple. Donc c'est un peu compliqué aussi de jeter la pierre sur les personnes qui n'achètent pas éthique. Tu nous as dit à un moment que maintenant, la priorité du consommateur en France, c'était l'écologie. Alors moi, je vais te poser une question un peu différente. Est-ce que la priorité du consommateur jeune, ça devrait être l'écologie ? Moi, je pense complètement que ça devrait l'être. Mais encore une fois, je ne suis pas là avec le bâton en train de huer la personne qui achète quelque chose en plastique. Faut être conscient. Les jeunes, c'est ceux qui ont le moins de moyens financiers. Donc, moi, j'ai envie de dire, ceux qui devraient être le plus concernés, c'est ceux qui ont les moyens. Donc, ça devrait être tout simplement les personnes qui ont plus de 30, 40 ans, qui ont financièrement les moyens, qui ont la bourse nécessaire pour acheter, c'est tout bête, mais des vêtements qui sont de production française, ou alors acheter chez les petits producteurs. Eux, ils peuvent le faire. Donc oui, les jeunes, j'espère que dans 10-15 ans, ils le feront une fois qu'ils auront la bourse nécessaire. Mais là, maintenant, tout de suite, c'est compliqué de dire à un boursier qui a je sais pas moi, 150 € de budget pour se nourrir, de lui dire « Oh là là, t'achètes pas éthique, t'achètes pas bio, quoi ». Oui, bien, merci pour ton intervention. Félicitations pour ta prestation et encore plus félicitations parce que pendant 2 minutes, quand tu nous as dit que Apple était une entreprise responsable, j'ai failli y croire. Merci pour ça. Et ensuite, le dernier candidat du côté du gouvernement, je t'en prie pour te présenter. Je m'appelle Maxime et je représentais les gardes de Sceaux ce soir, et donc le gouvernement. Tu étais de quelle position du coup ? Eh bien le gouvernement, donc on pensait que l'écologie était incompatible avec la croissance dans un mode de production capitaliste. J'étais deuxième ministre. Deuxième ministre du gouvernement, très bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience dans le débat et laboratoire ? Je suis rentré, ça va faire maintenant 2 ans pile en fait, que j'ai intégré les gardes de Sceaux et donc que j'ai commencé laboratoire. Par hasard, l'ancienne présidente qui traînait sur un groupe Facebook et qui m'a alpagué et je suis rentré un peu comme ça, à vrai dire, sans trop d'expérience. Est-ce qu'on pourrait revenir une petite minute sur ton introduction sur la drogue ? Est-ce que la consommation est vraiment une drogue ? Je pense que tu as fait une des meilleures introductions de ce débat ce soir. Tu as vraiment réussi à capter ton auditoire, mais maintenant, il faut qu'on le sache. Est-ce qu'on est vraiment tous une société de drogués ? Eh bien, je pense que notre cerveau nous dirait grand oui. La dopamine, la sensation quand on achète quelque chose, quand on reçoit un like sur Facebook, cette sensation nous dope en permanence. Et je pense vraiment que nous sommes dopés au capitalisme, si on peut le dire ainsi. Très bien. Eh bien, écoute, pour une petite dernière question, est-ce qu'il faut vraiment abolir Ikeo ? Parce que tu risques de te mettre beaucoup de gens à dos ce soir. Je suis désolé pour les étudiants qui achètent des tables à 10 € à monter soi-même, mais je pense que là, c'est mort pour Ikeo, je suis désolé. Bon, eh bien, mort pour Ikeo, mort pour Ikea, et on verra pour les gardes des Sceaux ce soir. Bravo à toi. Et le dernier membre du côté de l'opposition. Bonsoir. Bonsoir. Si tu peux te présenter aussi. Alors, je m'appelle Adam Eluassi, j'ai 20 ans et ça fait 1 an que je suis dans le débat à Révolte-toi Lille. Je suis étudiant en Master 1 Affaires européennes à l'Université de Lille. Donc j'aimerais dire à quel point il faut y aller, il faut débattre, parce que le débat est extrêmement important. C'est aussi ce qui fait vivre la démocratie. Et j'ai envie d'encourager les jeunes, ceux qui se posent des questions, ceux qui ne savent pas s'il faut y aller ou pas, de se lancer, de s'y engager. Et puis pourquoi pas, avec un petit peu de travail, avec un petit peu d'entraînement, arriver au sommet et pourquoi pas en finale de la Coupe européenne. Donc tu dirais que toi, l'expérience du débat, c'est quelque chose qui t'a énormément apporté sur le plan plus personnel, sur le plan scolaire, dans le cadre de ton association pour ton intégration ? Je pense que c'est extrêmement important sur tous les plans, professionnels comme personnels. Professionnels parce que vous aurez l'occasion d'avoir des entretiens professionnels, présenter votre CV, de vous vendre parce qu'il faut plaire. Et le débat est extrêmement important parce qu'il y a cette idée de plaire aux autres. Et sur le plan personnel, parce que je pense que le débat améliore la confiance en soi, améliore aussi la question d'autorité, peut-être d'influence sur les autres, et c'est extrêmement important.
Tu étais ce soir 3e député. Exactement. C'est ça. Pourquoi avoir choisi Edgar Morin pour ton introduction? Parce que, comme tu le sais peut-être, il avait plutôt la même opinion que tes opposants. C'était quelqu'un qui défendait plutôt un renouveau, un système différent, qui alertait à l'urgence, quelqu'un qui n'allait pas du tout dans le sens de tes arguments. Eh bien, je pense que vous vous trompez complètement. Je ne vais pas à contresens de l'écologie. Je pense au contraire que l'écologie est extrêmement importante, qu'il faut la prendre en considération. Et parce qu'il faut la prendre en considération, je pense qu'il faut responsabiliser le capitalisme, le libéralisme aussi. L'Union européenne, ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est absolument extraordinaire. Elle arrive à allier à la fois la puissance économique qu'elle peut représenter sur la scène internationale, tout en nous montrant qu'elle peut prendre responsabilité sur la scène internationale, régionale et locale sur les questions écologiques. Nous sommes les premiers dans la matière. Et j'aimerais que la France soit précurseur aussi sur la matière. Vous savez, la secrétaire générale de l'opposition du gouvernement nous disait que la France, c'est l'Union européenne. Je ne suis pas d'accord. L'Union européenne, c'est 27 États membres. La France, certes, peut être leader, mais l'Allemagne aussi, l'Espagne aussi. Et demain, pourquoi pas le Portugal. La France est un membre de l'Union européenne. L'Union européenne se compose de 27 pays. Ils doivent travailler ensemble. C'était l'idée de base. Et pourquoi Edgar Morin? D'abord parce que c'est un personnage que j'apprécie énormément. D'ailleurs, la citation ne lui appartient pas. Il faut rendre à César ce qui est à César. La citation appartient à Hölderlin. Lui était bien plus libéral. Mais Edgar Morin, oui, je pense qu'il faut prendre responsabilité. Il faut prendre responsabilité comme il l'a pris, lui, dans des combats qui sont des combats bien plus difficiles que ceux que nous faisons face aujourd'hui. Et voilà pourquoi j'ai voulu prendre cette citation. Donc de vraies convictions manifestement et pas juste de la composition avec un sujet qui était imposé. Alors si je reprends ta formule exacte, tu nous as parlé ce soir de capitalisme responsable. J'ai une question pour toi. Cette formule de capitalisme responsable, elle fait très jeune, elle fait très moderne. Est-ce que ce ne serait pas un petit sous-entendu à présenter à un futur candidat de 2022 ? Non, non, il n'y a pas de futur candidat de 2022. Le capitalisme responsable, c'est l'idée que je porte moi personnellement. Je l'ai dit avec toute l'honnêteté que j'ai voulu vous démontrer, vous dégager aujourd'hui dans le débat. Mais je pense que c'est faisable. Et parce que je pense que c'est faisable, je pense que nous, jeunes générations, devrons normalement le porter. Montrer que nous pouvons être à la fois libéral, que nous pouvons exprimer une politique économique puissante et responsable sur le terrain régional et international. Eh bien, j'espère que tu pourras porter ces convictions à Bruxelles bientôt, si tout se passe bien ce soir, et encore félicitations. Merci à vous. Et voilà, le dernier candidat qui nous attend, du côté du gouvernement. Si tu peux nous rappeler ta position ce soir et te présenter. Donc moi je m'appelle Théo Baron, donc j'ai été Premier ministre du gouvernement ce soir, pendant ce débat. Et donc moi je suis en Master 1 de droit international à la faculté Jean Monnet. J'ai intégré cet asso très récemment, puisque je l'ai intégré en octobre de l'année dernière. Et pour l'instant je n'ai fait que des débats à distance. Et du coup c'était mon premier débat en présentiel contre une autre équipe. Et du coup ça a été une vraie épreuve pour moi, d'autant que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait tant de réactions à chaud, parce qu'avec le distanciel, tout ça... c'est vrai qu'on est habitué à ce que tout soit très temporarisé. Il y en a un qui parle, puis on passe à l'autre écran. Enfin, c'est très compliqué. Et là, c'était vraiment très enrichissant déjà de débattre sur ce sujet, qui est quand même un sujet extrêmement actuel, vraiment extrêmement actuel, et en même temps très compliqué, parce que c'est un peu dire, est-ce qu'on va dans la direction vers là où on s'est dirigé ces 100 dernières années, ou est-ce qu'on change totalement de paradigme au prix de perdre certaines libertés, au prix de perdre certains droits, au prix de perdre un confort auquel on est habitué depuis les années 50, mais peut-être des contraintes qui peuvent paraître nécessaires face à l'urgence de la situation. Et donc finalement, c'est pour ça que j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de débattre sur ce sujet, surtout avec deux équipes si talentueuses, la mienne et celle de Lille. Vraiment un débat très enrichissant, un peu usant, voilà, le stress, le fait que ce soit la finale des sélections françaises, tout ça. Voilà, beaucoup de stress pour ma part, parce que je ne suis pas du tout habitué à un peu me mettre en scène en quelque sorte, ou alors devant un TD de 10 personnes, un petit truc, mais et du coup c'est vrai que c'était très enrichissant cette expérience. Bon, et bien du coup, toi qui es un petit nouveau dans le monde de l'art oratoire,
Bon, j'ai cru comprendre par ta réponse que ça t'avait quand même plutôt plu. Est-ce que tu aimerais continuer, potentiellement faire d'autres compétitions derrière, ou alors déjà voir si la suite t'emmène à Bruxelles? Oui, bien sûr. Dans tous les cas, gagné ou perdu, moi je serais je serais toujours extrêmement content d'avoir été jusqu'ici. D'autant que je n'avais jamais participé à aucune compétition dans ma vie, donc voilà. J'en serais dans tous les cas très content. Et oui, j'ai une réelle volonté de continuer le débat, de faire d'autres matchs amicaux, puisque là en plus ça va être c'est de nouveau possible, alors que l'année dernière on ne pouvait pas du tout faire de rencontres en présentiel à cause du Covid évidemment. Et donc vraiment, moi je serais très heureux de continuer le débat et même de, pourquoi pas, dans 2, 3, 4 ans, faire porter mes convictions politiques plus haut, peut-être pourquoi pas m'engager politiquement. Après c'est vrai que c'est compliqué parce que moi je suis quelqu'un qui suis extrêmement attaché à la valeur du respect. Et c'est vrai qu'en général, dans les débats politiques, dans les milieux politiques même, cette valeur, je pense, est fortement bafouée et je trouve que c'est dommage parce que sans respect et si on fait trop appel au sensationnalisme, on perd de vue la raison et on perd de vue la raison qui nous mènerait vers un changement de paradigme pour tout simplement vivre plus longtemps. Parce que est-ce que c'est mieux d'être libre ou est-ce que c'est mieux d'être en vie? Moi, honnêtement, je pose la question parce que pour moi, c'est cette question qui se pose aujourd'hui. Est-ce qu'on choisit la liberté du libéralisme économique ou est-ce qu'on choisit la vie pour nos enfants? Moi, j'ai du mal à croire que les gens qui ont des enfants actuellement, les enfants qui naissent actuellement, j'ai du mal à m'imaginer que dans 50 ans, même en France, même dans les pays les plus riches du monde, ils vivront dans un tel confort que celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Oui, bien. Que de convictions et que d'idées. Écoute, je ne sais pas si ton expérience dans l'art oratoire te permettra d'atteindre le but et de pouvoir partager tes convictions politiques, mais écoute, en tout cas, si tu pouvais insuffler un peu plus des valeurs de la FFD dans les débats présidentiels, je pense qu'on en serait tous heureux. C'est sûr. Donc merci beaucoup pour ton intervention, félicitations et puis bienvenue dans la grande famille de l'art oratoire. Merci, puis merci à vous pour vos très bonnes questions, vraiment. Merci beaucoup. Et bien voilà, c'est tout pour nos 8 orateurs. J'espère que vous avez un peu plus pu apprendre à les connaître grâce à ces petites minutes passées avec eux. Et maintenant, nous allons accueillir le président de la fédération pour avoir un peu son ressenti sur cette soirée. Alors Hugo, soulagé que cet événement touche à sa fin et qu'il se soit plutôt dans l'ensemble bien passé? Absolument, oui, j'ai trouvé que les deux équipes se sont bien battues et que c'était un très beau débat, un débat à FFD comme on les aime. Ton ressenti, est-ce que tu as déjà une petite idée peut-être de qui s'est démarqué Bon. Pas du tout. Moi, je trouve que le débat reste très très serré, que le gouvernement remplit sa charge de la preuve, que l'opposition en a fait de même. Le gouvernement devait défendre sa position, il l'a fait. L'opposition est allée défendre la croissance verte et un capitalisme responsable. Donc c'était aussi quelque part ce qui était attendu. Et je n'aimerais pas être un membre du jury ce soir car je pense qu'ils doivent avoir du mal à départager les deux équipes. Étant donné que la plupart de ces sélections se sont faites durant la période de la pandémie, tout ça s'est fait en ligne, est-ce que tu n'es pas un peu soulagé? En tout cas, je pense qu'on est tous ici de voir que le niveau n'a pas baissé, malgré le fait que tout ça s'est fait en ligne, et qu'on a quand même eu la chance d'avoir des orateurs de très grande qualité ce soir. Absolument, alors ça c'est dû au fait aussi, par exemple, ces deux équipes-là se sont continuées à s'entraîner. C'est des équipes qui sont assez solidaires, comme la plupart des clubs de la Fédération francophone de débat, c'est-à-dire qu'ils ont continué à se voir, ils se voyaient chez eux, ou alors ils faisaient des séances d'entraînement à distance, mais ils ont continué à s'entraîner, et ils ont pris la chose à bras-le-corps. En même temps, voilà, ce sont deux équipes-là qui sont arrivées en finale. Ça n'est pas un hasard parce que ce sont deux équipes qui sont de grande qualité et qui vont continuer, je pense, à briller dans les prochaines semaines. Bon, et si on devait te demander de choisir, tu es plutôt capitalisme responsable ou alors une forme de communisme nouveau? Je crois que mes idées sont assez connues, mais en tant que président de la Fédération francophone de débat, je me dois à une certaine neutralité et à un certain devoir de réserve. Donc. Tu n'es pas orateur ce soir, ça ne compte pas. Mais on gardera le silence sur tes idées pour ce soir. Eh bien, en tout cas, un message peut-être pour l'équipe qui va ce soir être sélectionnée pour partir à Bruxelles et nous représenter? Bien, félicitations d'ores et déjà à l'équipe qui va gagner, même si j'ignore laquelle sera la vainqueur ce soir.
Et eh bien, courage avec l'anglais, parce que c'est une autre langue et qu'il va falloir débattre face à 13 autres nations européennes qui, je crois, ont de très bons débatteurs et de très bons orateurs aussi. Donc force à vous. Bon, eh bien, merci pour ces mots, Hugo. Et je pense que nous pouvons féliciter nos 8 orateurs, ainsi que toute l'équipe qui a permis d'organiser ce débat ce soir. Et nous nous retrouverons dans un court instant pour le résultat des délibérations. Chers amis, le jury a délibéré. Il a donc pris une décision que nous ignorons pour le moment. Il va donc être invité à venir s'exprimer, prendre la parole, faire un retour. Je ne sais pas si tous les membres du jury ont quelque chose à dire. Est-ce que Madame la Présidente, vous ferez le porte-voix de l'ensemble du jury? Très bien. Alors, nous vous accueillons sous les applaudissements de la salle, bien sûr. Bonsoir. D'abord, le jury a pris grand plaisir à écouter les deux équipes. Et nous aurions volontiers discuté ensemble, les membres du jury, du fond et de la forme, parce que vous nous avez inspirés. Mais il n'y avait pas beaucoup de temps. Et donc nous nous sommes restreints. En raison du temps aussi, chacun des membres du jury aurait volontiers des choses à dire, mais ne le fera pas parce qu'il est tard et que vous avez tous envie d'aller célébrer une victoire ou un très beau travail pour tout le monde. Donc, on vous laisse. Je proclame gagnante l'équipe de Lille. Et puisqu'il faut désigner le meilleur orateur ou la meilleure oratrice, elle fait aussi partie de l'équipe de Lille, et c'est Margot Chacou. Et bravo à Garde des Sceaux qui a vraiment très très bien joué le jeu aussi. Chers vainqueurs, du coup, c'est à vous, et c'est à vous de venir du coup ici. Et je vous remets donc la coupe des sélections françaises. Vous irez donc à Bruxelles du 10 au 12 novembre prochain. Félicitations à vous. Et enlevez les masques, cachez ces masques que nous ne saurions voir. Avec plaisir. Vous voulez remplir? On va vider.
Tiens, félicitations. Bravo. Bravo aux deux équipes. Merci pour ce beau débat. Ça continue donc pour Lille et puis la Fédération francophone de débat poursuit ses activités. Vous savez, pour certaines d'entre vous et certains, vous êtes inscrits au concours Périclès, concours d'éloquence qui commence samedi prochain. Rémi Salor est dans la salle, il pourra vous donner des informations là-dessus. Il va y avoir des procès cette année, la Coupe de France qui va redémarrer, la Coupe des lycées, les formations, les modèles Nations Unies, enfin les grands procès aussi. Tout ce qu'on aime à la Fédération francophone de débat. Et n'oubliez pas, on n'est pas orateur, on le devient. Merci à tous. C'était donc la finale de la Coupe d'Europe pour le climat. Nous espérons que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie. Bravo à nos deux équipes ce soir et félicitations à Révolte-toi Lille qui représentera la France à Bruxelles bientôt pour vous. Merci de nous avoir suivis ce soir et n'oubliez pas, on n'en est pas orateur, on le devient. Bonne soirée.